Négociations interrompues entre syndicats de routiers et le patronat, toujours pas d'accord en vue. La CGT et la CFDT appellent à l'action, mais pas de blocage des raffineries ni des voitures. Les risques de pollution menacent les côtes françaises. Les courants pour l'instant poussent vers le nord-est des nappes de fioul, touchant le cap du Ferrol et les ports de la Corogne. Les enfants dyslexiques sont mal pris en charge, voire pas du tout. Pourtant, il s'agit d'un trouble du langage fréquent. Une école dans le Vaucluse traite avec succès ses élèves pour les remettre sur les rails. Et puis après ce journal, le tirage d'un loto record avec en jeu 25 millions d'euros. Une superbe cagnotte qui fait rêver, un gain exceptionnel pour une chance sur 14 millions, d'après la Française des Jeux, de trouver les 6 bons numéros. Voilà, monsieur, bonsoir. L'actualité sportive d'abord avec l'extraordinaire performance de la jeune Ellen MacArthur, devenue la star de la route du Rhum. La Britannique âgée de 26 ans est à quelques heures tout juste de la ligne d'arrivée sur son monocoque, le Kingfisher, que vous allez découvrir à l'image. Chacun salue déjà son talent de navigatrice, un vrai marin qui, après Florence Artaud, permet à une femme de remporter cette transat qui fait tant de dégâts. Ellen MacArthur, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes par téléphone, c'est une nouvelle victoire pour vous. Est-ce que vous arrivez déjà à la savourer ou êtes-vous encore à la manœuvre? Oui, je t'entends bien. C'est vrai que je suis quelques minutes de l'arrivée à la Guadeloupe, mais la ligne d'arrivée n'a pas encore franchi et ça vient d'abord. Alors comme tous les navigateurs, au moment de l'arrivée, vous rendez grâce à votre bateau, le Kingfisher, un très fidèle équipier. Oui, c'est vrai que je suis sur Kingfisher. Pour moi, il est le bateau le plus beau du monde et on a vraiment eu un course de plaisir. Et c'était super bien de le faire la course sur lui. Ce sera votre dernière course avec ce bateau? C'est vrai que c'est mon dernière course sur le terre sur ce bateau-là et donc du côté, c'est bien d'arriver ici en tête pour l'instant, mais l'autre côté c'est très triste, quoi. On va forcément faire un lien entre votre victoire et celle de Florence Artaud il y a plusieurs années. Pour l'instant, je pense que de franchir la ligne d'arrivée. Pour moi, chaque course est séparée et il faut que je pense que à ça pour le moment parce que ça va être encore quelques heures avant de franchir la ligne, quoi. Merci, Ellen MacArthur, que l'on retrouvera bien sûr en fin de ce journal pour cette arrivée prévue donc à la Guadeloupe dans la nuit. Ce vendredi, une actualité sociale chargée avec la menace d'un conflit des routiers. Les négociations ont été interrompues entre syndicats et patronat à la mi-journée. Elles reprendront demain avec l'espoir d'aboutir à un accord ce week-end. Une certitude, la CGT et la CFDT affirment être prêtes à l'action, mais pas de blocage des raffineries ni des voitures au cas où. Séverine Lebrun, Hervé Pozzo. Pourquoi? Pour quelle raison? Une journée de négociation pour rien. Le patronat est resté sur ses positions, pas de 13e mois et 9% d'augmentation salariale sur 3 ans. Insuffisant pour les syndicats, selon eux, cet effort correspond juste au rattrapage du SMIC. Tous les coefficients sont au SMIC ou quasiment au SMIC, aujourd'hui, en 2003, en 2004 et en 2005. C'est une situation que nous refusons depuis des années et que nous n'accepterons pas aujourd'hui. Du coup, CFDT et CGT relancent leur appel à la mobilisation. Ils seront quand même présents demain au ministère pour poursuivre les négociations, mais le blocage des routes leur semble maintenant inéluctable. Beaucoup de gens nous appellent à la responsabilité et je pense qu'il ferait mieux de balayer devant leur porte et de voir quelles sont leurs responsabilités dans le conflit que malheureusement nous devons annoncer. Des barrages dès dimanche 22 h. Dans un premier temps, les raffineries seraient épargnées. Pas question non plus de bloquer le trafic des voitures. Seule une négociation fructueuse ce week-end pourrait enrayer la mécanique du conflit. Voyons maintenant sur le terrain comment les routiers envisagent les jours à venir. Entre négociations et préparation à l'action, une situation d'attente que traduisent ces camionneurs rencontrés par David Boéry et Alain Locaccio. Ils ont déjà le 13e mois. Alors, tu m'en donnes, oui, ils ont déjà les 13e mois. Là. Ouais, les PME, si tu leur donnes le 13e mois, c'est fini. Voilà, les gros, ils s'en foutent, ils ont les appuis de l'État et tout. Débat autour des revendications syndicales. Pendant leur pause déjeuner, ces chauffeurs routiers suivent à la télé l'évolution des négociations. Obtenir un 13e mois dans toutes les entreprises, certains n'y croient pas beaucoup. Les grandes sociétés de transport, ils l'ont tous le 13e mois. C'est les petites sociétés que ça va pénaliser, les PME. Donc toutes les petites sociétés qui ont 4, 5, allez, même jusqu'à 20 chauffeurs, ils ne peuvent pas. Le patron, il est avec les marges, il est au ras des pâquerettes.
Qu'ils soient pour ou contre la grève, tous reconnaissent qu'en cas de blocage, le mouvement fera de toute façon très vite boule de neige. Il y a une chose qui est bien, c'est que dans ce métier on est solidaire, donc bon bah s'il y a un camion qui bloque, il y en a 2, il y en a 3 et puis après c'est fini, hein, c'est une chaîne sans fin. Et parmi les routiers, certains regrettent d'en arriver là. Ça va faire 2 ans qu'ils essayent de négocier, il n'y a pas moyen. Il ne faut pas attendre le dernier moment faut pas attendre qu'il y ait les blocages pour négocier. Je ne sais pas, on est un des seuls pays où on voit ça. D'autres sont favorables aux revendications, ils sont même prêts à se mettre en grève, mais ils refusent de bloquer les routes. Bloquer les plateformes, quoi. Exactement. Ouais, ou sinon on reste au dépôt. On reste au dépôt. Faire des revendications sans emmerder le citoyen, quoi. Exactement. Ah, moi je suis d'accord avec toi. Le lundi matin, j'aurai un grand panneau, je suis en grève, mais sur un parking. J'emmerderai personne, mais je serai en grève. Et je bougerai pas. En tout cas, ce soir, les routiers étaient tous pressés de rentrer chez eux pour un dernier week-end au calme avant un éventuel conflit. En attendant et par souci de précaution, des automobilistes ont commencé à faire le plein de carburant aux stations-service. Dans la région de Poitiers, les pompistes ont enregistré ce matin une demande supérieure d'au moins 30% et certains automobilistes ont même ressorti les jerrycans. Mais dans les Pyrénées-Orientales, le préfet vient d'en interdire la distribution. Jean-Pierre Raffarin, qui se trouvait aujourd'hui dans la Vienne, est revenu sur les différents mouvements sociaux. Le Premier ministre considère que les revendications de chacun doivent s'exprimer. Oui au dialogue social, mais sans pénaliser l'économie française. Nous l'écoutons. Le gouvernement est un facilitateur de dialogue et nous disons que nous comprenons les discussions, nous comprenons parfois les tensions. Ce que nous demandons, c'est qu'on respecte l'état de droit et qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait une pratique responsable du dialogue social, comme viennent nous le montrer les agriculteurs. En effet, du côté des agriculteurs, c'est la levée des barrages qui se fait progressivement un peu partout en France. Un accord est intervenu entre syndicats et représentants de la grande distribution avec à la clé une convention qui protégerait les agriculteurs en cas de crise pour les produits frais. Explication François Baudonnet, Frédéric Vian. 36 heures de barrage et il lève le camp. Peu avant 13 heures, la nouvelle vient de Paris. Un accord est signé, mais on a du mal à y croire. De toute façon, si c'est pas du concret, du solide, eh ben, on a vite fait de remettre le camp en place. Hein. Ici, comme dans toute la France, les agriculteurs mobilisés depuis mercredi soir attendaient les résultats de la négociation entre leurs représentants et la grande distribution. 2 heures de discussion tendue, avec au final, pour la première fois, un même constat. On a tellement voulu ignorer longtemps les pratiques abusives qu'aujourd'hui tout le monde les reconnaît. Et que tout le monde reconnaît aussi que pour qu'elles cessent, il faut des sanctions. Et ça, maintenant, la distribution ne le nie pas. Les pratiques abusives, où qu'elles soient, parce qu'il n'y en a pas que chez les distributeurs, il y en a partout. Les pratiques abusives doivent être réprimées par la loi. Et ça, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Les agriculteurs étaient entrés en conflit pour dénoncer ce qu'ils appellent le racket de la grande distribution. Ils n'ont obtenu qu'une promesse, celle que les règles seraient enfin appliquées, et pour certains, c'est bien peu. Personnellement, j'y crois pas du tout, parce que les supermarchés sont des gens qui ont pour habitude de faire du fric sur le dos des producteurs et des gens qu'ils emploient. Donc pour moi, si vous voulez, c'est bien qu'il y ait eu un accord. Maintenant, quant à sa finalité, quant au fait qu'il soit vraiment marqué au niveau du terrain, on va devoir attendre, voir et s'il le faut recommencer. Mais en attendant, ce soir, les agriculteurs relâchent la pression. Ils libèrent une à une les 77 plateformes occupées. Enfin, à France 2, les salariés de la chaîne ont décidé la reprise du travail en assemblée générale à la grande majorité. Après 10 jours de grève, un accord a été trouvé entre la direction et les syndicats dans le cadre du budget de France 2. Parallèlement, les négociations se poursuivent à France 3 qui est toujours en grève. En Espagne, la marée noire a déjà souillé près de 400 km de côte et de nouvelles nappes ont déjà touché le Cap Ferrol, un site stratégique pour les courants marins qui risquent de pousser le fioul vers les côtes françaises. Une situation particulièrement préoccupante, d'autant que les autorités espagnoles se montrent démunies face à cette marée noire. Reportage, Loïc Delamornay, Frédéric Pasquette. Venue du large, la nappe de pétrole arrive à l'instant sur cette crique du Cap Ferrol. En quelques minutes, l'eau noircit et charrie des grumeaux sur le sable. Et en une demi-heure, la plage change d'aspect. Le lieu qui abrite l'été les championnats du monde de surf ne s'en remettra pas de sitôt. Autre préoccupation, le mazout est arrivé jusqu'ici alors que le Cap Ferrol est un endroit stratégique à l'extrémité nord-ouest de l'Espagne. Derrière cette pointe, c'est comme une porte d'entrée vers les côtes françaises. Il reste heureusement des centaines de kilomètres d'océan avant le littoral aquitain ou breton, ce qui devrait diluer l'essentiel des nappes de pétrole. Mais quelques grumeaux de mazout réussiront sans doute leur traversée.
Les habitants de la région viennent se lamenter devant l'impuissance des autorités. Ils ont attendu. On savait que ça allait arriver ici et on n'a rien fait. Le gouvernement a perdu du temps, ils n'ont pas assez de moyens. Vous en voyez ici des mesures de protection, des barrages flottants? Rien. Mais même si les moyens de lutte anti-pollution étaient en nombre suffisant, ils ne seraient pas forcément efficaces. Ici, la mer est capricieuse et rarement d'huile. Dans le port de la Corogne, des barrages flottants avaient été installés la nuit dernière. Voici ce que les vagues en ont fait. Par 2 fois, on a essayé d'installer le barrage. On y a passé 5 heures. À chaque fois, il a cassé. On veut absolument protéger cette anse, car c'est ici que s'alimente en eau de mer l'aquarium de la Corogne, qui est un centre de recherche scientifique mondialement connu. Dans les criques de Galice encore épargnées, chacun attend que le hasard ou la malchance dépose ses grappes noires. Et en direct du Cap Ferrol, nous vous retrouvons, Loïc de la Mornay. Quelle est l'ampleur de la marée noire? Autrement dit, est-ce que vous savez si les cuves du pétrolier laissent échapper de nouvelles nappes de fioul? Alors Béatrice, l'ampleur, malheureusement, on la connaît, d'autant plus, vous le savez, depuis plusieurs jours, il fait un temps absolument exécrable sur la Galice. Peut-être que vous le percevez légèrement derrière moi, la mer est très agitée, évidemment, ça n'arrange pas la situation. C'est vrai qu'il y a une polémique aujourd'hui sur l'état des cuves du Prestige, qui a coulé, je vous le rappelle, avec l'essentiel de sa cargaison par 3500 mètres de fond. On espérait qu'à cette profondeur, l'eau, qui est à une température très basse, gèlerait en quelque sorte les cuves et gèlerait le mazout dans les cuves. Eh bien aujourd'hui il y a une polémique, on pense qu'il y a des fuites. Le gouvernement espagnol assure que non, les organisations écologistes assurent que oui, et même que 20 000 tonnes se seraient déjà échappées du bateau. Alors pour en être sûr, eh bien la France pourrait envoyer dans les jours qui viennent un petit sous-marin d'exploration de l'Ifremer, un petit sous-marin qui s'appelle le Nautile, qui est célèbre pour avoir déjà plongé par exemple sur l'épave du Titanic. Il peut descendre jusqu'à 6000 mètres de profondeur avec 3 personnes à son bord. Et là, on pourrait constater s'il y a fuite ou pas. Le seul problème, c'est que le Nautile est actuellement en Méditerranée et qu'il faudrait au moins 5 jours pour l'amener sur zone. 5 jours donc avant que l'on sache. Merci Loïc de la Mornay. Pour l'instant, pas encore de traces de pollution sur les côtes françaises, mais la ministre de l'écologie, Roselyne Bachelot, précisait que les risques étaient très importants. On sait par ailleurs, selon les premières investigations du Centre français de lutte anti-pollution, que le pétrolier transportait du fioul lourd, semblable à celui de l'Erika. Isabelle Quintard. L'hydrocarbure n'est pas arrivé sur les côtes françaises, mais au laboratoire du Cèdre, à Brest. Les caractéristiques du fioul y sont analysées, des informations qui pourraient se révéler précieuses. C'est un fioul qui est typique des fiouls lourds que l'on connaît, qui est encore relativement frais, c'est-à-dire qu'il a une couleur bien noire, il n'est pas encore très émulsionné. On aurait pu s'attendre à avoir quelque chose de plus marron, mais bon, ça correspond au fait qu'il a été récupéré relativement tôt après le naufrage. Pour les autorités françaises, c'est l'état d'alerte. Les moyens maritimes et aériens sont mobilisés au cas où la prévention ne suffirait pas. On sait très bien que les mesures de prévention sont extrêmement aléatoires. On voit par exemple que les barrages flottants, que nous avons proposés aux Espagnols, que nous leur avons apportés, peuvent protéger des endroits extrêmement localisés ou fragiles des côtes, mais ne peuvent pas permettre d'échapper à une marée noire qui peut atteindre plusieurs centaines de kilomètres de côte. Dans un scénario catastrophe, le golfe de Gascogne serait la porte d'entrée idéale d'une remontée de cette pollution vers la France. Surveillée en permanence, il n'y avait ce soir aucune nappe détectée. Quant à la météo, elle s'annonce mauvaise. Des vents forts de sud-ouest prévus jusqu'à dimanche qui pousseront la pollution vers la Galice et non l'Hexagone. Pour l'instant, la nappe la plus proche des côtes françaises est à 800 km, mais les autorités n'ont qu'une visibilité à 3 jours, ce qui leur laisse au moins, si marée noire il devait y avoir, un temps de réaction que n'ont pas eu les Espagnols. En France, nous vous le disions, le golfe de Gascogne est survolé de façon quotidienne à titre de surveillance. Un dispositif de prévention qui permettrait, en cas de besoin, de donner l'alerte. Reportage à bord de cet avion équipé d'appareils ultra sophistiqués. David Bazier, Philippe Dumail. Briefing matinal chez les aviateurs de la douane. Cet équipage, c'est la sentinelle qui donnera l'alerte en cas d'arrivée d'une nappe de pétrole sur les côtes françaises. On va partir de Bordeaux et on va aller explorer la zone comprise entre le 45 nord, le 44 nord, le 9 ouest et le 7 ouest, de façon à voir si les nappes qui sortent du Prestige ne dérivent pas vers le nord-est puis l'est, suivant le cours prévu du Gulf Stream.
Sous leur avion, un radar détecteur d'hydrocarbures. Les Espagnols n'en possèdent pas, c'est pour cela qu'ils ont fait appel aux douaniers français. Dans l'appareil, l'équipage recueille des données sur une bande de 80 km de large. Le fond de la mer est symbolisé par l'écran, et si nous détectons une pollution maritime, nous verrons apparaître un trait noir sur l'écran. Nous avons investigué toute une zone qui se trouve entre le 44 et le 45 nord. Le radar scrute, les yeux observent. À part quelques tankers, rien à signaler. En apparence seulement, car le Prestige, avant de rompre, a libéré des nappes de pétrole tout près d'ici dont on est sans nouvelles. S'il les repère sur sa zone, l'équipage le sait. Elles suivront le courant du Gulf Stream direction la France. Mais la tempête qui se lève complique la tâche. Cette tempête risque de rendre encore plus difficiles les conditions d'observation. Et donc il faudra peut-être attendre que la tempête se calme pour avoir une idée précise de ce qui est sorti du bateau Prestige et d'arriver à situer correctement les nappes et faire les prévisions d'arrivée sur les côtes éventuelles. Le rivage espagnol, fin de la mission. L'équipage revient sans mauvaise nouvelle. Le jour où il en donnera, le littoral français aura un peu de temps pour affronter le pire. Venons-en maintenant au procès qui se déroule à Monaco et jugé par le tribunal criminel. Un infirmier américain accusé d'avoir provoqué l'incendie qui a coûté la vie au milliardaire Edmond Safra en 1999. Compte rendu de cette deuxième journée d'audience, Olivier Théron et Virgile Liado. C'est l'accusé vedette de ce procès hors norme pour Monaco. Ted Maher, alors qu'il était l'infirmier d'Edmond Safra, l'un des hommes les plus riches du monde, a mis en place un scénario rocambolesque. Dans la nuit du 4 décembre 1999, il veut devenir un héros. Il se mutile à coups de couteau, met le feu à une poubelle et donne l'alerte comme s'il avait repoussé une agression. Mais l'incendie prend des proportions qu'il n'imaginait pas. Apeuré, Edmond Safra et son infirmière s'enferment dans une salle de bain. Ils vont mourir asphyxiés. Ted Maher n'a peut-être pas voulu la mort d'Edmond Safra, mais il a pris le risque de la provoquer. Et avant cela, il a inventé le mythe d'une agression par deux dangereux gangsters armés. Et par là même, il a retardé l'intervention des forces de l'ordre. Ted Maher responsable, c'est indéniable. Mais ses avocats, dont Michael Griffiths, une star du barreau new-yorkais, ont pour objectif de mettre en cause les secours. Il a fallu 2h30 aux pompiers pour enfin entrer dans l'appartement ultra protégé et éteindre le feu. Nous allons amener des experts internationaux en sécurité, police, pompiers et médecine pour montrer qu'à Monaco, la police et les pompiers ont été négligents et incompétents. À l'audience, Ted Maher, physique d'acteur, reste sur le côté, soigne son image de bon gars, dépassé par la portée de ses actes. Un milliardaire assassiné, un accusé aidé par un comité de soutien aux États-Unis et défendu par des avocats de renom, le tout à Monaco. Il n'en fallait pas plus pour que la presse du monde entier se déplace, même si l'histoire reste celle d'un plan machiavélique raté aux conséquences criminelles. L'affaire du Moulin Rouge, le tribunal correctionnel a condamné pour discrimination raciale à l'embauche l'association qui gère le personnel du cabaret, 10 000 € d'amende. L'enquête semble avoir démontré que le Moulin Rouge n'avait employé ou embauché aucune personne de couleur depuis une quarantaine d'années en salle, mais qu'en revanche, ils étaient nombreux en cuisine. La suite du procès de Bernard Bonnet, l'ancien préfet de Corse dans l'affaire des paillotes, avec aujourd'hui le témoignage de deux anciens conseillers de Lionel Jospin. Reportage Stéphane Bretner, José Boulestex. Elle a le même sourire qu'à Ajaccio l'année dernière et sa mémoire est toujours aussi bonne, ce qui n'arrange pas vraiment l'ancien préfet. 6 jours après l'incendie, la conseillère de Lionel Jospin reçoit Bernard Bonnet à Paris. Contrairement à d'habitude, il était imprécis, contradictoire, explique-t-elle à la barre. Elle a d'ailleurs consigné cet entretien sur un carnet. Jacques Vergès, l'avocat de Bernard Bonnet, se lève et l'interroge. Vous écrivez « couvrir je ne sais pas ». C'était les mots de Bernard Bonnet au sujet du colonel Mazère, assure la conseillère. Et qu'en pensait Lionel Jospin? Je ne lui ai pas demandé. Bref, la défense ne parle plus d'un complot de Matignon, mais du manque de réaction du Premier ministre. Au sommet de l'État à Matignon, quand le mot « couvrir » est prononcé, on ne s'indigne pas, on dit « on ne sait pas ». Ça veut dire qu'on va réfléchir. Bon. C'est ça qui est intéressant. Rien de très convaincant, d'autant plus que l'audition d'Alain Chrisnart, l'autre conseiller, ne changera rien au débat. Il qualifiera même l'ancien préfet d'excessivement théâtral et de menteur. Comme depuis le début de la semaine, l'audience d'aujourd'hui n'aura pas apporté grand-chose. Il ne reste plus qu'une journée à Bernard Bonnet pour tenter d'inverser la tendance. Les débats reprendront lundi prochain.
Un mot de politique. Robert Russe sera à nouveau candidat dans sa circonscription du Val d'Oise après l'annulation de l'élection législative par le Conseil constitutionnel de son adversaire, une invalidation provoquée par une affiche électorale placée sur des panneaux d'information d'une HLM. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a également annulé l'élection de la socialiste Annick Le Petit sur son adversaire Patrick Stefanini. De nouvelles élections seront organisées dans les 3 mois à venir. Une majorité de convoyeurs de fonds réclamait cette mesure depuis longtemps. Elle est désormais officielle. Les billets transportés dans les fourgons seront rendus inutilisables en cas d'attaque. Reste à savoir si ce dispositif sera efficace et dissuasif. Audrey Goutard. Pour protéger des fonds, il y a 2 méthodes. Le convoi blindé qui représente encore 80% du marché. Et puis, depuis une dizaine d'années, la détérioration des billets en cas de vol. Le procédé a l'air efficace, pourtant la rumeur court. Des braqueurs seraient capables de nettoyer ces billets maculés, puis de les écouler. Pour certains, c'est plus qu'une rumeur, c'est une réalité. Rapport à l'appui. On peut nettoyer les billets, même s'ils sont moins frais une fois nettoyés qu'avant, mais ensuite on peut reproduire la couleur et même un certain nombre d'éléments complémentaires grâce à des outils du commerce. Si c'était vrai, ce serait grave, car ce marché est en pleine expansion. Le ministre de l'Intérieur vient même de publier un décret pour étendre le procédé. En jeu, des millions d'euros, des centaines d'emplois et surtout la vie des convoyeurs. En fait, c'est une guerre entre partisans du tout blindé et les sociétés utilisant le maquillage des billets. Les leaders sur le marché dénoncent une manipulation. Selon eux, il est impossible de nettoyer leurs billets. Ce sont des affirmations gratuites et ce sont des légendes. C'est du ressort de « il se pourrait que », mais rien n'est prouvé. Les systèmes qui font de la maculation sont attaqués car on pourrait penser qu'ils représentent une menace par rapport à certaines options qui sont prises par des transporteurs. Les policiers spécialisés assurent aussi qu'aucun malfaiteur n'est jamais parvenu à nettoyer les billets. Et pour le chef de la lutte contre le grand banditisme, la sécurité des convoyeurs passe bien par les techniques de maculage. Ça dissuade complètement les malfaiteurs d'agresser un convoyeur de fonds, d'éviter les blessures et les morts que l'on connaît aujourd'hui avec les camions blindés, et en quelque sorte de dire aux malfaiteurs, vous voulez cette mallette, prenez-la. De toutes les façons, elle va exploser, l'intérieur est maculé, vous ne pourrez plus l'utiliser. Les statistiques lui donnent raison. En 2 ans, 5 blessés lors d'attaques de porteurs de billets maculés, contre 6 morts et près de 20 blessés dans les convois blindés. Une fusillade à Vitry-sur-Seine en pleine rue, un règlement de compte d'après les enquêteurs. Un homme de 22 ans a été touché par 7 balles. Une jeune femme a été légèrement blessée par une balle perdue. La police judiciaire a été chargée de l'enquête. Les tireurs n'ont pas encore été identifiés. Aux États-Unis, les autorités affirment avoir arrêté l'une des têtes pensantes d'Al-Qaïda, grand renfort de communication. Il s'agirait du responsable du réseau de Ben Laden dans tout le golfe Persique. On ignore pour l'instant dans quel endroit est détenu le Saoudien. Correspondance Étienne Lénart. Seule image connue d'Abd al-Rahim al-Nashiri. Né à la Mecque en Arabie Saoudite, il serait le cerveau de l'attentat particulièrement audacieux contre le USS Cole. C'est sous son nom qu'aurait été achetée la petite embarcation bourrée d'explosifs qui en octobre 2000 s'était jeté contre le bateau de guerre américain dans le port d'Aden au Yémen, tuant 17 soldats. Présenté par certains comme le chef du réseau Al-Qaïda pour toute la région du golfe Persique, il serait aussi l'instigateur de l'attaque contre le Limburg, le pétrolier français, au large des côtes du Yémen, il y a 1 mois et demi. Après Abu Zubaydah, présenté comme le numéro 3 d'Al-Qaïda, arrêté lui en mars dernier, et après le yéménite Ramzi bin al-Shib, interpellé en septembre au Pakistan, la capture d'An al-Shiri représente un succès incontestable pour les Américains. Depuis Saint-Pétersbourg en Russie, où il rencontrait aujourd'hui Vladimir Poutine, George Bush s'est d'ailleurs fait un plaisir de le souligner. L'Amérique, la Russie et tous ceux qui aiment la liberté sont un peu plus en sécurité depuis que l'on a trouvé ce type. Pour la Maison-Blanche, la nouvelle sonne en tout cas comme un répit alors qu'elle est accusée pêle-mêle de n'avoir emprisonné à Guantanamo que des 12e couteaux et au moment où la CIA confirme qu'Oussama Ben Laden, suite à la livraison de son dernier message, est probablement toujours en vie. On a cru ce matin à une tentative de détournement d'un avion d'Air France assurant la ligne Montréal-Paris. En réalité, il s'agissait d'un canular entre un homme de nationalité marocaine et son associé. L'homme a été placé en garde à vue à Paris puis remis en liberté. Les circonstances de cet incident restent assez obscures.
La riposte israélienne après l'attentat suicide qui a fait 11 morts hier à Jérusalem. L'armée réoccupe Bethléem et la ville autonome de Jenin ainsi que son camp de réfugiés. Reportage Charles Anderlin, Joseph Andal. Journée de deuil à Jérusalem où ont eu lieu les obsèques de 5 des 11 victimes de l'attentat d'hier. C'est pour tenter d'en retrouver les responsables que l'armée israélienne a réoccupé Bethléem tôt ce matin. La ville quadrillée est sous couvre-feu. Cet officier de la police palestinienne et ses hommes ont été priés de rester dans leur bureau et de ne pas gêner Tsahal. Selon des sources militaires, une vingtaine de suspects ont été arrêtés, mais apparemment aucun n'est un chef de réseau islamiste. Depuis hier, le matin, ils ont annoncé que les troupes israéliennes seront à Bethléem. Alors, s'il y a des personnes qui ont été demandées, ils ne sont pas plus à Bethléem. En tout cas, les soldats ont détruit à l'explosif la maison du kamikaze qui a commis l'attentat de Jérusalem. S'il n'y a pas de résistance à Bethléem, à Jenin, les combattants palestiniens jouent au chat et à la souris avec l'armée israélienne qui poursuit sa campagne d'arrestation. Un jeune lanceur de pierres palestinien a été mortellement blessé, il avait 12 ans. Et un employé britannique de l'ONU a été tué, selon les Palestiniens, par des tirs israéliens, selon Tsahal, par une balle perdue. Ingénieur, il devait diriger la reconstruction du camp de réfugiés. Au Nigeria, affrontement entre chrétiens et musulmans depuis mercredi à propos de l'élection de Miss Monde prévue dans 15 jours. Au moins 100 morts et de très nombreux blessés. Des émeutes par ailleurs ont éclaté autour de la mosquée de la capitale à l'issue de la prière du vendredi lorsque des musulmans ont incendié des voitures. En Grande-Bretagne, nouveau mouvement de grève des pompiers. Plus de 50 000 soldats du feu ont arrêté depuis ce matin le travail. Ce sont les militaires qui sont appelés en renfort. Un mouvement social qui n'avait pas connu une telle ampleur depuis un quart de siècle. Laurent Boussier, Dominique Marotel. Les rideaux de protection qui s'ouvrent et des pompiers qui sortent, en tenue mais sans camion et sans matériel. Une scène qui s'est répétée des centaines de fois ce matin sur tout le territoire de la Grande-Bretagne. Il est 9 h. Et pour les 52 000 soldats du feu du pays commence une grève qui devrait durer 8 jours. Nous sommes à Sceaux, dans le centre de Londres. Comme la plupart de leurs collègues, ces hommes gagnent environ 2 800 € par mois pour 42 heures de travail hebdomadaire et 4 semaines de congés annuels. Leur demande, une augmentation de 40% et une réorganisation des brigades. On n'a pas avancé du tout. Nos représentants syndicaux ont essayé de négocier avec les autorités locales. Mais le gouvernement n'a pas accepté nos revendications. Et on n'a pas eu d'autre solution que de se mettre en grève. Après des négociations marathon entre les syndicats et les autorités locales, municipalités, districts, comtés, qui sont les employeurs des pompiers, un accord avait été trouvé sur une augmentation de 16% en 2 ans. Accord refusé par le gouvernement qui n'a pas voulu prendre en charge ces dépenses supplémentaires. En attendant, depuis ce matin, ce sont donc des militaires à bord de vieux camions datant des années 50, moins bien équipés et moins entraînés que les pompiers qui répondent aux urgences. Comme en France, les pompiers sont très populaires en Grande-Bretagne. Leur grève est donc observée avec attention par tous les autres employés des collectivités territoriales. Professeurs, policiers, infirmières, chauffeurs de bus ou de métro, qui, dès qu'un accord sera trouvé, demanderont qu'il leur soit appliqué à eux aussi. Toujours en Grande-Bretagne, une condamnation royale. La princesse Anne devra payer des dédommagements après l'attaque par l'un de ses chiens de 2 enfants dans un parc. Il s'agit d'une affaire criminelle selon le droit anglais. Et la fille de la reine Elisabeth II est le premier membre d'une famille royale à être condamné depuis Charles Ier en 1649. Quant au chien, il devra être tenu en laisse et suivre un dressage. En France, à Strasbourg, après la chute mortelle dans une cage d'ascenseur d'un garçonnet de 4 ans, un rapport démontre que le parc d'ascenseurs de l'office HLM de la région est potentiellement dangereux, manque de contrôle et de maintenance. Christine Boss, Sylvain Gauthier. Le 19 mai dernier, le petit Bilal, âgé de 4 ans, décède des suites d'une chute de 18 mètres dans cette cage d'ascenseur. La porte de l'appareil s'était anormalement ouverte en l'absence de la cabine. 323 ascenseurs sur 671 que compte le parc de l'office HLM de Strasbourg sont encore dotés de portes palières battantes, facilement déverrouillables.
Aujourd'hui, un rapport de la mission interministérielle d'inspection du logement social juge ces ascenseurs potentiellement à risque, pointe une gestion technique mal maîtrisée et une mauvaise prestation de maintenance. L'office HLM QS Habitat a d'ores et déjà prévu de doubler la dotation consacrée aux ascenseurs en 2003. Chaque fois qu'il apparaîtra qu'un appareil est trop vétuste et qu'il peut mettre à quelque titre que ce soit en danger la vie des locataires ou des usagers, nous remplacerons les appareils défaillants. Quant aux ascensoristes qui sont intervenus sur 8000 pannes en 2001, ils ne respecteraient pas leurs obligations, en particulier en n'effectuant pas de maintenance préventive. Dorénavant, ils seront sous contrôle et risqueront des pénalités. Il s'agit pour l'instant d'un projet du ministère des Affaires sociales. Il concerne les aides à domicile. Certains bénéficiaires pourraient voir leurs prestations revues à la baisse. Les explications nécessaires de Nathalie Sapena et d'Yves Junca. Visite guidée dans le nouveau studio de Jacqueline. À 78 ans, elle vient de s'installer dans une maison de retraite. Mauvaise surprise, ce déménagement entraîne la suppression de son allocation personnalisée d'autonomie, 280 € par mois. On va supprimer ce qu'on m'avait alloué quand j'étais chez moi. Et on me l'a supprimé parce que je suis rentrée chez vous. D'accord. Alors, vous avez la visite de quelqu'un du Conseil général? Elle m'a annoncé malheureusement que c'était 0 plus 0. Jacqueline va déposer un nouveau dossier, mais elle a peu d'espoir. Le gouvernement envisage de supprimer l'APA aux personnes peu dépendantes comme elle, classées au niveau 4. Les personnes qui se trouvent au niveau 4 ont besoin d'une aide et ne sont pas autonomes complètement. Et au départ, ça a été établi pour eux. Donc je pense qu'il n'est pas normal de changer la règle du jeu. Ces restrictions, le gouvernement les justifie par le succès de l'APA. 600 000 personnes âgées ont obtenu cette aide depuis son entrée en vigueur en janvier. La part à la charge des personnes qui restent à leur domicile devrait passer de 5 à 12%. Que la personne âgée soit à domicile ou en établissement, ce qui est important aujourd'hui, c'est l'aide qu'on doit lui apporter et de ne pas commencer un an seulement après la création de l'APA, de lui renier ses droits. Le gouvernement cherche plus d'1 milliard d'euros pour financer l'APA, un dispositif qui, de l'avis général, prenait enfin correctement en compte la perte d'autonomie des personnes âgées. La dyslexie est l'un des troubles du langage qui touche dès l'enfance de nombreux élèves, mais leur prise en charge est quasiment inexistante selon un récent rapport. À l'heure actuelle, il n'existe en France qu'une seule école qui soigne d'ailleurs avec succès ce dysfonctionnement, comme le montre ce reportage de Florent Muller et Frédéric Faure. C'est une histoire de syllabes qui savonnent, de consonnes qui se confondent, de voyelles en veilleuse. Pas grand-chose, 3 fois rien et au final, un beau 0 pointé. J'ai redoublé 2 fois CP parce que je savais pas bien lire et tout. Et après, ils m'ont mis un CM1. Je savais rien faire. Mounia, Jérémy, Blandine et les autres ont longtemps grandi à la tiède moiteur des radiateurs de l'éducation nationale. Ici, les cancres d'autrefois se découvrent soudain motivés, car les cours sont adaptés à leur handicap. On a cherché. Voici ce que découvre un enfant dyslexique devant un énoncé. Les D, les B, les P, les Q, tout s'en mêle. Ce trouble de la lecture, de l'orthographe, se double parfois d'une dysphasie, c'est-à-dire un trouble du langage. Dans cette classe de 12 élèves, on prend le temps de s'attarder sur les problèmes. Pourquoi tout va mieux selon toi? Parce que ici, la maîtresse les gentils, un groupe là-bas pour lire et un groupe écrire. Les dyslexiques, me direz-vous, on en connaît pas mal, et des fameux encore. Léonard de Vinci, par exemple, a déchiffré avec un miroir. Hans Andersen, l'auteur des contes. Et puis, un petit physicien allemand violoniste amateur. Une façon de se dire qu'avec un peu de volonté, on s'en sort très bien tout seul. Si les enfants dyslexiques s'enferment dans l'échec scolaire, ils n'en sortent qu'illettrés. En Belgique, les classes spécialisées existent depuis 30 ans et l'illettrisme a presque disparu. En France, depuis l'année dernière, tout va bien, à condition d'habiter le Vaucluse. Cette classe est la seule en son genre pour 6000 enfants par classe d'âge. Actuellement, il y a absolument tous les textes pour que ce type de classe existe un peu partout. C'est vrai qu'il y a l'éducation nationale, une sorte de tabou sur la dyslexie. C'est un mot qu'on utilisait très peu, on utilise un petit peu plus, mais pendant longtemps, c'était quelque chose qui n'existait pas. Il n'y avait pas de dyslexie, il y avait des enfants en échec scolaire, point final. L'année prochaine, Mounia quittera la classe spécialisée. En un an, avec l'aide d'un orthophoniste,
Elle a découvert un plaisir très simple, le plaisir de lire. Ça m'aide beaucoup. Il faut que je continue. Pour que je retourne dans une classe normale, dans un CM2, dans un CM1. Mais il faut que je continue. Il faut que j'avance la route. Voilà. Retour à la route du Rhum avec, je vous le disais en titre, la victoire annoncée d'Hélène MacArthur. Elle franchira la ligne d'arrivée en Guadeloupe dans la nuit. Une victoire éclatante pour cette compétition marquée par tant d'abandon. L'ambiance est latente à Pointe-à-Pitre. Christophe Duchéran, Frédéric Basile. Ça fait 14 jours exactement que nous n'avions pas vu Hélène MacArthur en vrai. Et pour être sincère, ça faisait rudement plaisir de la revoir. Ce matin, elle a été survolée par un hélicoptère de la Marine nationale. La mariée de l'Atlantique était en noir, visiblement détendue, légèrement fatiguée sans doute, et définitivement en tête, à quelques dizaines de milles de l'arrivée. 2 semaines de route de Rhum, ça va être pas facile parce que la pression pendant les 2 semaines, c'est énorme. Mais en même temps, il faut arriver de gérer ton temps, de gérer ton sommeil et de battre jusqu'à la fin, quoi. Avant de couper la ligne d'arrivée, Hélène devra effectuer un parcours côtier long de 82 milles, ce qui n'est pas toujours une partie de plaisir, tant les vents à cet endroit sont capricieux. Si tout va bien, c'est en milieu de soirée qu'elle devrait se présenter en vainqueur à Pointe-à-Pitre, dans la catégorie des monocoques, dans la chaleur de la nuit. Aujourd'hui, vendredi, c'était jour de marché. Du monde comme d'habitude, sous les parapluies et les chapeaux pour se protéger du soleil. Quelques touristes pas très bronzés, et par la route du Rhum, pas très concernés. Alors donc, il y a la course du Rhum qui arrive aujourd'hui. Moi, je crois qu'on va pas le voir parce qu'on a une excursion tantôt. Question touriste, la Guadeloupe n'a pas fait le plein et l'hécatombe en multicoque a laissé du monde en métropole, si bien que la fête est légèrement gâchée. Alors si le départ s'était prévu comme pour l'arrivée, ce serait bien plus apprécié par tout le monde, autant par ceux qui sont voyagés pour venir pour le Tour du Rhum, autant pour nous aussi, ce serait mieux. Mais là, nous sommes déçus nous tous. Encore quelques heures de patience et le monocoque jaune et bleu d'Hélène MacArthur fera son entrée à Pointe-à-Pitre. Et là, il n'y aura plus de déception, mais un immense bonheur. Les Guadeloupéens viendront fêter l'exploit de la jeune fille en noir. Hélène MacArthur, en effet, véritable star de cette compétition. Un nouveau trophée qui vient enrichir son palmarès. Un parcours unique pour cette jeune Britannique de 26 ans qui suscite par son talent, son courage et son savoir-faire l'admiration des plus grands navigateurs. La mer, une véritable passion. Hélène MacArthur a acheté son premier bateau à l'âge de 13 ans avec ses propres économies. Julien Beaumont. Elle a tout d'une grande. Hélène MacArthur, 1,58 m, 26 ans, une Anglaise au goût salé. Ne vous fiez pas à son visage d'ange. En mer, Hélène est l'un des meilleurs marins du moment. Ses adversaires ont vite appris à la connaître et pour certains dans cette route du Rhum, elle réalise le sans faute. Elle a fait une super course, hein. Très belle route, bonne vitesse, une star quoi. Une star, si tu veux, on a un peu l'impression d'être... Il y a une star dans le film et puis il y a des acteurs derrière quoi. La route du Rhum, elle l'a déjà remportée. C'était en 98 dans une catégorie inférieure. Et puis il y a eu le Vendée Globe. À la surprise générale, Hélène termine deuxième. Elle est la première femme à boucler un tour du monde en moins de 100 jours. Une course difficile où elle a craqué. Je suis si fatiguée. J'ai dépensé tant d'énergie en me battant contre les éléments. Oh mon Dieu, c'est vraiment trop dur. Mais Hélène, c'est aussi un peu de fraîcheur dans un Vendée Globe de brut. Bonne journée. Alors, bonne Noël à tout le monde et à bientôt, j'espère. À son retour en Angleterre, elle est invitée par la reine, promue navigateur de l'année et même deuxième sportif 2001, juste derrière David Beckham. Même les skippers français sont séduits. Alain Gauthier l'invite sur son trimaran. Ensemble, ils remportent plusieurs courses, dont la Transat en double. Et ce n'est qu'un début. L'horizon d'Hélène MacArthur est dégagé. Elle pense déjà s'attaquer à d'autres records. Le tirage du Super Loto tout de suite après ce journal. L'enjeu, une somme record, 25 millions d'euros. De quoi tourner la tête. Mais pour atteindre ce rêve, il n'y a, selon la Française des Jeux, qu'une probabilité sur 14 millions de trouver les 6 bons numéros. Ce qui ne doit pas décourager les habitués ou les parieurs d'un jour. Daniel Wolfram, Patrick Deschmecker. Hier, le Beaujolais nouveau. Aujourd'hui, la super cagnotte du Loto. Incontestablement, la vedette du bistrot. Allons-y pour le Super Loto, avancez. Il y a du monde comme ça depuis ce matin, même hier soir, on a fermé tard, on a fait le loto, c'est terrible. Vous jouez souvent? Non.
Vous jouez pour ce coup-ci, là? Oui. Vous savez combien la cagnotte? Non. 25 millions d'euros. Sympa. Préparation de la soirée des records à la Française des Jeux. Chaque année, une centaine de millionnaires en euros sortent du rang. Il faut les entourer avant le traumatisme du gros lot. Il y a longtemps qu'on a identifié qu'il y a un besoin d'autant plus important qu'ils n'y sont pas toujours ou assez peu préparés. Ça fait combien d'après vous, 25 millions d'euros? 25 millions d'euros, c'est énorme. J'arrête de travailler. Vous feriez quoi avec tout cet argent? Là, je recherche du boulot, donc ça m'éviterait d'en rechercher. Mais il y a ceux qui croient au hasard et ceux qui n'y croient pas. Le loto, il y a une chance sur 1 milliard. Non, 14 millions. Une chance sur 14 millions. De gagner le gros lot. De gagner le gros lot. Bah voilà. Alors, oui. Bah, il y a des gens qui ont la tête dans ce genre de risque ou d'attente. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'elle dit la dame? Moi, la vie est un grand théâtre et n'est qu'un jeu, donc voilà, moi j'ai cette philosophie-là, point. Mais en attendant, il reste quelques minutes pour rêver avant de savoir si vous êtes le gagnant de cette somme fabuleuse. 25 millions d'euros, l'équivalent de 3000 croisières autour du monde. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice. 20h50, soirée polar avec PJ et avocats associés. 1h30, le dernier journal Jean-Claude Renaud. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Et on se quitte avec les toutes dernières images d'Hélène MacArthur sur son monocoque à quelques encablures de Pointe-à-Pitre.